Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchez à étendre votre portée sur les réseaux sociaux ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats? Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous sur Richmaker pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler bien-être au travail. J'ai le plaisir d'accueillir Céline Dubay, qui est chef d'entreprise spécialisée en ergonomie, c'est-à-dire qu'elle forme les entreprises ou les individus à améliorer et adapter leur lieu de travail. Céline, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline, un grand merci pour l'invitation sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi sur le sujet aujourd'hui. Génial, et plaisir partagé Céline. En plus, c'est ton premier podcast, donc on va t'envoyer un max de force. Je suis sûre que ce ne sera pas le dernier. Et on s'est rencontrés dans les commentaires LinkedIn parce que je parlais des maléfices pour la santé d'être entrepreneur. On est toujours poussé à la sédentarité parce qu'on travaille de longues heures, souvent dans la même position. Quand on est podcasteur, c'est encore pire. Et du coup, je m'intéresse de plus en plus aux nouvelles façons de travailler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast, qui sont pas seulement entrepreneurs, mais aussi salariés, qui font du remote, qui travaillent à la maison ou qui travaillent dans des entreprises qui ont besoin de se renouveler, de renouveler leur espace de travail. Donc aujourd'hui, tu vas nous donner des actions simples et concrètes à mettre en place sur notre lieu de travail pour pouvoir justement ne pas trop abîmer sa santé. Exactement, je vais donner plutôt qu'une méthode, des petites astuces et aussi des points de vigilance pour bien ou mieux s'installer en fait à son poste de travail. Parce que c'est vrai qu'on est de longues heures à un poste de travail et parfois quand on est mal installé, effectivement, comme tu viens de le dire, ça peut faire des dégâts. Et je vantais d'ailleurs sur LinkedIn les bénéfices du bureau assis debout. Je vous mettrai le lien du post dans les ressources de l'épisode. Céline, quand on se tient toujours voûté comme ça, le bureau assis debout, est-ce que ça peut être une des réponses? Alors c'est vrai que le fait de travailler avec un bureau assis debout, ça nous permet d'être moins statique. On n'est pas fait pour rester 8 heures assis et on n'est pas fait pour rester 8 heures debout. En ayant un bureau qui est réglable en hauteur, ça nous permet facilement de changer, de varier de position, donc c'est tout bénéfice. Et c'est quoi un peu les grands problèmes qui reviennent le plus autour de toi, Céline? C'est quoi les pires plaintes? De quoi est-ce qu'on souffre aujourd'hui dans le monde du travail le plus? Chez les personnes qui travaillent devant un écran toute la journée, les problèmes principaux, ce sont d'une part la fatigue visuelle. Donc la fatigue visuelle, c'est quand on a les yeux qui coulent, les yeux qui piquent, les yeux rouges à la fin de la journée. Donc c'est pas quelque chose qui se manifeste le matin à 8 heures, mais plutôt quelque chose qui se manifeste en fin de journée. Donc cette fatigue visuelle, c'est quelque chose qui est assez important chez les personnes qui travaillent toute la journée devant un écran. Et puis un autre problème, c'est tout ce qu'on met sous cette grande étiquette troubles musculo-squelettiques. C'est en fait les atteintes de l'appareil locomoteur, que ça soit des atteintes des articulations, des muscles, des tendons. Des symptômes connus, c'est le syndrome du tunnel carpien, par exemple, ou une hernie discale, ou des tensions dans la nuque, etc. Donc ça, c'est un autre grand problème. Donc tout ce qu'on met sous cette étiquette des troubles musculo-squelettiques. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon ami Arthur Aubeuf, qui écoute souvent le podcast. Lui, il s'est acheté des lunettes anti-lumière bleue. Est-ce que tu as entendu parler de cet accessoire, info ou gadget? Pour moi, c'est un gadget. Ces lunettes, elles vont neutraliser la lumière bleue, mais la lumière bleue, finalement, on en a besoin la journée. La lumière extérieure, elle a une grande partie de lumière bleue. Donc, la lumière bleue, on en a besoin pour bien fonctionner le jour. Par contre, c'est vrai qu'il y a un amalgame qui est fait avec cette lumière bleue. Le soir, on ne devrait pas trop y être exposé parce que ça va inhiber, en fait, la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui nous prépare au sommeil. Donc, le soir, il faudrait éviter d'être exposé à cette lumière bleue, mais la journée, pas forcément.
Excellent, parce que Arthur me disait en fait que depuis, il n'avait plus de maux de tête. Et moi, comme je suis influençable, j'ai tout de suite acheté mes lunettes anti-lumière bleue. D'ailleurs, on les mettra pour illustrer le post du jour sur LinkedIn. Donc, rendez-vous dans les ressources de l'épisode si vous voulez voir le look que ça me fait. Mais en tout cas, Céline dit en partie bonne pratique si vous les portez le soir pour mieux reposer vos yeux. Mais ça reste quand même un petit peu un gadget. Merci Céline d'avoir levé le voile sur ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de légendes et beaucoup de gadgets qui circulent. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Les nouveaux sièges, les nouveaux tapis, les nouveaux écouteurs, les nouveaux casques anti-bruit. Donc j'espère qu'on aura l'occasion avec toi de lever un petit peu toutes ces légendes urbaines et de comprendre à la fin de l'épisode quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut implémenter dès maintenant et quelles sont les fonctionnalités un peu gadgets dont on n'a pas vraiment besoin. C'est parti du coup pour les actions indispensables, Céline. Employé ou entrepreneur, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place là demain pour mieux travailler? Un des points que j'aimerais aborder avec vous, c'est ce qui concerne l'ambiance lumineuse. C'est un thème qui est souvent négligé et ça peut justement créer cette fatigue visuelle que j'ai mentionnée un peu plus tôt. Mais qu'est-ce que tu nous recommandes? Parce qu'en même temps, ça veut dire quoi, trop éclairé par rapport à pas assez éclairé, par exemple? Comment est-ce qu'on place notre limite? Ce qui est important par rapport à l'ambiance lumineuse, déjà, c'est de trouver un endroit pour travailler où il y a suffisamment de lumière. L'idéal, c'est d'être proche d'une fenêtre, d'une source lumineuse naturelle. Et puis, c'est aussi de se placer perpendiculaire à la source lumineuse, donc à la fenêtre, de la voir sur le côté. Donc, si on a une fenêtre en face de soi, on va voir dans son champ visuel la luminosité de son écran et juste derrière la luminosité extérieure. Et même quand il fait pas beau, la luminosité extérieure est toujours plus importante que la luminosité de son écran. Et cet écart de luminosité, c'est quelque chose qui fatigue énormément les yeux. Donc vraiment éviter de se placer face à une fenêtre, même si on a un super paysage en face de nous. Vraiment essayer de se positionner avec la fenêtre sur le côté. C'est là qu'on est le moins gêné par rapport à la lumière. C'est vraiment une chose importante. C'est pas toujours possible, mais quand ça l'est, ça vaut la peine de le faire. Génial. J'avais souvent entendu, Céline, justement, qu'il fallait absolument travailler face à une fenêtre parce qu'il faut de la profondeur de champ. Et du coup, on m'avait dit, Caro, ne te mets jamais face à un mur, par exemple, pour travailler. Il faut que tu aies quelque chose à regarder. Ça va permettre, en fait, à ton esprit de libérer sa créativité. Tu as un avis sur la question, Céline? Alors, c'est vrai que être vraiment collé au mur, avoir le mur vraiment très proche, c'est pas idéal non plus, mais c'est moins pire, on dira, que d'avoir une baie vitrée vraiment face à soi derrière son écran. C'est moins fatigant pour les yeux. Moi, je recommande toujours, si on a un mur, c'est de pas coller le bureau vraiment au mur, de laisser un espace pour avoir justement un peu de profondeur de champ, comme tu dis. C'est vrai que ce qu'on peut faire aussi pour reposer les yeux de temps en temps, c'est regarder au loin, justement à ce moment-là, par la fenêtre. Donc on décolle ses yeux de l'écran, on regarde quelques secondes au loin et puis après on se remet au travail. Ok, superbe. Et justement, en parlant des éléments visuels, est-ce que on peut mettre devant soi des tableaux, un miroir, ou est-ce que ça, c'est un petit peu pénalisant pour la concentration? Est-ce qu'il y a des règles d'or comme ça? Un tableau, pourquoi pas. Par contre, un miroir, non, parce que ça va créer des reflets. Et puis ça, c'est un élément aussi qui va péjorer l'ambiance lumineuse. Et les reflets, c'est vraiment très gênant. Ça crée un inconfort visuel. Donc, si tu as un miroir devant toi, c'est un peu comme si tu as une baie vitrée devant toi. Ça va être très gênant. Hyper clair. Est-ce que tu as d'autres astuces à nous donner pour qu'on puisse mieux comprendre comment la lumière dans notre quotidien peut améliorer nos performances au travail? Oui, alors justement, je disais, les reflets, c'est quelque chose de gênant. Et puis une astuce toute simple pour voir s'il y a quelque chose qui se reflète dans notre écran, c'est d'éteindre l'écran. Donc l'écran est tout noir et puis quelque chose de noir reflète plus que quelque chose de clair. Donc dans l'écran, on verra s'il y a des sources lumineuses, que ça soit une lampe ou peut-être la lumière qui se reflète dans un miroir derrière soi, par exemple, etc., qui se reflète dans l'écran. En identifiant ces points de reflet sur l'écran, c'est facile après de modifier certaines choses dans son environnement de travail pour éviter ces reflets. On n'est pas toujours conscient des reflets qu'on a dans son champ visuel. Donc ça, c'est vraiment une astuce assez simple à utiliser pour repérer ce qui pourrait être gênant pour nous. Et puis une astuce supplémentaire, c'est aussi la surface du plan de travail. L'idéal, ça serait de travailler sur une surface mate. Quelque chose qui est mate va moins refléter aussi que quelque chose de brillant. Donc vraiment éviter de travailler sur une table en verre, par exemple. D'accord, et ça y est, c'est officiel, Céline vous l'a dit. Fuyez
tous les reflets, même le vôtre. Donc, on se méfie à tout prix de la fatigue visuelle qui est créée par les reflets, la luminosité qu'on maîtrise pas. Tu nous as dit, on se tient à côté d'une fenêtre, à la perpendiculaire, et puis après, pas besoin de sursolliciter nos yeux en plus de la lumière de l'ordinateur. On est prêt pour le point, l'action numéro 2, pour mieux vivre au travail. Oui, alors le deuxième point que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait de travailler devant un ordinateur portable. Très souvent, je vois des gens qui travaillent uniquement devant leur ordinateur portable de façon prolongée et c'est vraiment pas idéal. Et puis cette situation, c'est vraiment quelque chose qui est à l'origine d'un grand nombre de tensions, de douleurs. Les personnes se retrouvent avec des tendinites, des tensions dans la nuque, etc., liées au fait de travailler sur un ordinateur portable. Alors, je sais pas si ça vous arrive, mais si c'est le cas, vraiment essayez de modifier 2-3 petites choses. Puisque l'ordinateur portable, l'écran et le clavier sont accolés, on n'arrive pas bien à s'installer. On peut pas les dissocier. Donc moi, ce que je recommande, c'est de placer l'ordinateur portable, le rehausser, par exemple sur une pile de BD, un carton, enfin ce que vous avez sous la main. Ce type d'équipement, ça vaut vraiment la peine. Par contre, il faut après compléter cette installation avec un clavier et une souris externe. Il faut pas rehausser et ensuite utiliser le clavier avec les bras en suspension, ça va fatiguer inutilement les épaules, les bras, etc. Bon à savoir, Céline, parce que c'est exactement ce que je fais. Moi, j'ai toujours un rehausseur et puis je suis équipée de bureaux assis debout. Effectivement, il y a pas longtemps, mon associé m'a dit, mais ça n'a aucun sens d'avoir un rehausseur si t'as pas un clavier en bas, parce que au final, oui, moi j'ai tout le temps les mains en l'air, le poing levé. Céline qui me regarde en mode, mais est-elle vraiment en train de citer Amel Bent? Bon, en tout cas, tu nous as dit pas les bras en l'air. Et est-ce que tu as d'autres astuces pour nous, Céline? Ça aussi, peut-être par rapport à la hauteur de l'écran. Donc, si on rehausse l'ordinateur portable, il faut pas non plus trop le rehausser. La bonne hauteur, c'est quand le bord supérieur de l'écran est juste un peu en dessous de la hauteur des yeux, ce qui nous permet d'avoir une posture naturelle ensuite de la nuque. Donc, il faut pouvoir regarder légèrement contre le bas, mais quand même pas trop. Une petite astuce pour savoir si notre écran est trop haut ou pas, il faut pouvoir voir par-dessus l'écran sans avoir besoin de se lever. Si on doit se lever comme ça pour regarder par-dessus l'écran, c'est qu'il est un peu trop haut. Ok, moi il était trop bas, je m'en suis rendu compte, je sais pas si tu vois, je viens de remonter mon bureau. Comme ça, j'ai passé le test. Ok, hyper pratique Céline. J'adore ce que tu dis, surtout que effectivement les ordinateurs portables c'est devenu la base. Je connais beaucoup de gens qui en ont, donc oui, investissez dans un petit rehausseur. Ça vaut 30 € sur internet et puis vous pouvez même les amener pour certains avec vous et les plier facilement pour les avoir dans votre sac. Action numéro 3, Céline, une fois qu'on a bien compris comment gérer la lumière et comment adapter son ordinateur portable, qu'est-ce qu'on fait? Aussi, quelque chose que je vois souvent, c'est des gens qui travaillent avec des souris qui sont pas adaptées à eux. C'est important de bien choisir sa souris. Et comment bien choisir sa souris? C'est pas la couleur. Il faut pas choisir une couleur bleue, vert, jaune juste parce qu'on aime bien la couleur. C'est pas le look qui est important. Est-ce que tu sais d'ailleurs, Caroline, toi, quel est le critère d'une bonne souris? Non, je connais pas les critères. D'ailleurs, je vais te dire, j'ai pas de souris. Le critère important pour choisir sa souris, c'est la taille de la souris. Donc, si quelqu'un a une grande main et qui se retrouve avec une petite souris, il va avoir les doigts crispés pour la maintenir. Et à l'inverse, quelqu'un qui a une petite main et qui se retrouve avec une grande souris, cette personne-là va devoir écarter les doigts pour bien maintenir la souris et ça va créer des tensions dans le poignet, jusque dans le coude et voire plus haut. Après, on peut choisir une souris classique, symétrique standard. Ça peut être une souris semi-verticale, mais attention, il faut qu'elle soit adaptée à la taille de sa main. Et je savais même pas qu'il y avait plusieurs tailles, mais maintenant, prenez ça en compte si vous voulez pas finir avec des mains de gargouille. Merci Céline de nous avoir partagé tes actions. Est-ce que tu as encore un petit conseil de fin? Alors, ce que j'ai envie de partager, c'est un peu une mise en garde. En tant qu'ergonome, il y a quelque chose qui m'hérisse les poils. Et je pense que je suis pas la seule ergonome à qui ça hérisse les poils. C'est tous ces produits qui sont vendus comme étant entre guillemets, ergonomique. Je pense que vous avez déjà tous vu de la publicité pour une souris ergonomique. On vient de parler de souris, donc une souris ergonomique, une chaise ergonomique, un clavier ergonomique. Attention à ces produits vendus comme ergonomiques. Je veux pas dire qu'ils sont pas bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un objet ergonomique, finalement, ça n'existe pas. Un objet est soit adapté à une situation, à une personne, à un usage, mais c'est tout. Ergonomique ou pas, c'est pas un gage de réussite à quelque part.
En tout cas, c'est pas du one size fit all. Il n'y a pas de critères universels. Merci Céline d'avoir été avec nous. Dis-nous vite, où est-ce qu'on peut te retrouver pour recevoir la crème de la crème des conseils pour organiser son espace de travail et mieux vivre les longues journées de taf, que ce soit au bureau ou à la maison? Alors, on me trouve sur LinkedIn, où on s'est trouvé d'ailleurs. On me trouve sur Instagram et puis sinon sur mon site internet, où là aussi, pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a différentes choses qui peuvent être intéressantes, notamment une formation en ligne où les personnes peuvent être guidées pas à pas pour aménager leur poste de travail à écran de A jusqu'à Z. Donc voilà. Génial. Et on sait où te retrouver, Céline, pour te soutenir ou connecter avec toi. Merci d'avoir été présente aujourd'hui. Et puis, je vous dis à tous, à très vite pour un prochain épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.